Les amis, bienvenue au Vietnam. Moi, c'est Estelle, Esti pour les intimes. Dans la vie, je suis photographe culinaire, mais à côté de ça, j'essaye de voyager un maximum. En janvier dernier, j'ai passé 2 semaines dans le nord du Vietnam et j'ai filmé tout ça. Si vous n'avez pas encore vu mon premier vlog où je découvre Hanoï toute seule, je vous invite à aller le voir avant de revenir à cette vidéo, car ici, on passe à la suite du voyage. C'est parti! Après avoir parcouru le sud du Vietnam pendant 2 semaines, mon amie Jeanne m'a rejoint à Hanoï. De là, on a pris un bus de nuit direction les montagnes de Sapa pour 2 jours de trek. Sapa, c'est une ville située dans les montagnes du nord-est du Vietnam. C'est un point de départ très populaire pour aller randonner dans les rizières. La population locale se compose de 6 groupes ethniques différents. Notre guide pour nos 2 jours de randonnée s'appelait Su et faisait partie des Hmong. Pour ce premier jour, on n'a pas eu de chance côté météo, il faisait très brumeux, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, et on a carrément eu de la pluie. Les paysages n'en étaient pas moins magnifiques, mais rien à voir avec ce qu'on verra le deuxième jour. So actually we have like 6 different ethnic groups live in Sapa area. So we have Hmong, Reza, Zai, Safo, Thai and Vietnamese. So like each group we have like our own traditional outfit with our own language. So from the Hmong people, we grow the indigo and we make the indigo color to dye our traditional clothes. And we use the hemp to make the hemp fabric. Okay. Yeah. Après environ 4-5 heures de marche, arrive la pause midi. Franchement, ce café nous a fait renaître de nos cendres. On était à bout de force. Et puis on s'est bien rempli le bide. Ensuite, on a remarché quelques heures jusqu'à arriver dans la famille de Su pour y souper et y passer la nuit. Là, ses parents sont en train de cuire du poisson et les rouleaux de printemps qu'on a roulés juste avant sous la supervision de Su. Comme vous pouvez le voir, leur habitation est très rudimentaire. Là, Su nous explique les différentes façons de demander une femme en mariage dans sa culture. Ici, c'est seulement une des façons, mais il y en a d'autres, notamment kidnapper la fille pendant 3 jours. Voilà, ça c'était la partie moins fun. Like a guy then who know you, but maybe you know each other, but you're not boyfriend girlfriend. Okay. And then if he like you, and then he will ask his parents to come to your parents' house Okay. and to ask to marry you. Okay. Yeah. So when he tell his parents, so his parent will tell his uncle. His And then- uncle. Okay. Yes. So mostly the uncle will bring a bottle of the rice wine, Okay. come to the girl's family, and then they will give the rice wine to the mother and the father, Okay. and then asking like they want to ask to marry your Okay. girl, and then if your parents they agree, they will drink the rice wine. Okay. Yeah, so if they not agree, they will not drink the rice wine. Okay. Yeah. So when they agree and then they drink the rice wine, and then they will asking the girl. And Okay. if the girl agree, Okay. and then they can arrange the Yeah, okay. marriage. Yeah. Okay. So cool. And then we'll put the hot water. Ok. Hot water is here. Oh, you put enough? Not enough? Or not enough? I put 5. Okay. It's okay? Yeah. Le lendemain, on reprend des forces avant de se remettre en route pour notre 2e jour de trek. Là, Su nous prépare des bonnes petites crêpes.
So we throw the water in the terrace to soak the soil into the soil softening. And then we have the seed. So depending on the family, if we have more rice terraces, then we will have like 10 kilo or 5 kilo. It depends. So then we have the seed, and then we will soak the seed in the cold water, like half day. And then after the half day, we'll take the seed out of the water to dry. And then after dry, and then we will pour some warm water on the seeds. So make the seed warm, and then we put the blanket to keep the seeds warm. And then we for like 2 days. Then we will have the rice sprouts come out very short, and then so then after then we choose 2 or 3 rice terraces to ploughing and to weeding all the grass away, and then and then we will sowing seed. So after we sowing seed on the terrace, and then we will put some like fertilizers to make the seed grow better. And then after we sowing seeds, and then we'll wait like into a month, and then the seed is grow tall like this, and then we will weeding the seedling one by one. And then after weeding the seedling, and then we will prepare all the red terraces, and then we will replant again to all the terraces. And then how long do you leave it to grow in the terraces? We leave it to grow about 3 months. Si vous souhaitez faire un trek dans les montagnes de Sapa, je vous conseille fortement d'aller avec Sue ou une autre guide locale. Les touristes qu'on peut apercevoir là sont quasi les seuls qu'on aura croisés sur notre route. Sue connaît les rizières comme sa poche et elle vous emmènera dans des endroits très reculés, hors des sentiers battus. Honnêtement, les paysages sont juste époustouflants. La marche est assez dure, surtout sur la fin. Je vous conseille d'être quand même en bonne forme physique. Mais dans tous les cas, Sue vous demandera si vous souhaitez le chemin plus chill ou la version hardcore. Bon, nous on a choisi la version hardcore à chaque fois, mais donc il y a moyen de faire plus accessible. Ici, on peut apercevoir des petites filles essayant de nous vendre des bracelets. Vous en croiserez assez souvent à Sapa, et de manière générale, beaucoup de femmes des tribus essayeront de vous vendre des choses. Ces petites filles en question peuvent vous suivre sur plusieurs kilomètres, même si vous les prévenez dès le début que vous leur achèterez rien. Elles sont très insistantes, et le Vietnam décourage d'ailleurs les touristes de céder et d'acheter pour éviter de contribuer à ça. Ah ouais, je me souviens très bien de ce moment-là. On était au bout de notre vie et Sue nous a dit qu'il restait environ 40 minutes de marche. Spoiler, on a encore marché pendant 2h30 après ça. Après ces 2 jours dans la nature, on va pas se mentir, on s'est fait un petit plaisir avec un très bel hôtel, toujours à Sapa. C'est le Sapa Farmstay, on a payé environ 36 € par personne. Mais de toute façon, je vous listerai tous nos logements en barre d'infos. Le lendemain, on reprenait le bus de nuit, direction cette fois Tam Coc, aussi surnommée la baie d'Along terrestre. Mais regardez-moi ce confort, c'est pas un truc de fou? J'ai trop bien dormi avec ma petite couverture. Franchement, le seul bémol, c'était l'odeur des pieds. On est arrivé vers 5-6 heures du mat à l'hôtel. En gros, on est arrivé beaucoup trop tôt avec le bus. Les horaires, c'est pas trop ça, sachez-le. Du coup, on n'a pas eu l'occasion de dormir beaucoup dans le bus. Mais c'est pas grave, on décide de prendre les vélos de l'hôtel proposés gratuitement et partir découvrir nos environs.
balade dans les rizières, dans les petits villages. Et le vélo, c'est vraiment trop pratique pour visiter par soi-même sans devoir louer des scooters. On a fait un stop sur le site de Hoa Lu, qui était l'ancienne capitale du Vietnam au Xe et au XIe siècle. Vous pouvez vous y rendre à pied ou à vélo et vous pourrez y admirer des paysages karstiques ou des temples historiques. Selon nous, perso, vous pouvez skipper, c'était franchement rien de fou. Et aussi, un truc auquel il faut faire gaffe, lorsque vous vous approchez du site, il y a des espèces de faux gardes qui essayent de vous faire arrêter avec un espèce de bâton, enfin ils sont vraiment genre déguisés en faux policiers. Ils vous intimident de ouf, et ils vous font descendre de votre vélo, et ils vous font croire que vous devez vous parquer chez eux pour pouvoir après continuer votre chemin à pied jusqu'au site de Hoa Lu. Mais c'est totalement faux, donc ne les croyez pas et ne vous arrêtez pas. On continue notre journée découverte avec la grimpe du mont Hang Moi. Mais avant notre ascension, on se balade dans le jardin des nénuphars. Lorsque c'est la bonne saison, là ce que vous voyez, c'est rempli de nénuphars. Mais là globalement, tout ce qu'on a vu, c'est des poissons morts. Bref, revenons à notre ascension, car c'est une ascension épique qui nous attend là. Pour pouvoir atteindre le sommet, il faut gravir une série d'escaliers taillés dans la roche. Ouais, ça sonne dramatique comme ça. Il y a 500 marches en tout, et de là-haut, on peut admirer une vue panoramique sur la magnifique Tam Coc. Le soir, on a retrouvé Geneviève, une Québécoise qu'on avait rencontrée à Hanoï. Et après ça, on a passé la soirée dans son hostel. C'est le Banana Hostel, mais ça a l'air d'être vraiment the place to be. Le lendemain matin, il pleuvait. Oui, on a quand même eu pas mal de pluie. On a commencé la journée par aller boire un coconut coffee. Enfin, Jeanne surtout, parce que moi j'avais rien pris. Le café était très sympathique. Il donne sur un jardin au calme. Et ensuite, on a pris un taxi direction la pagode Bai Dinh. Bai Dinh, c'est un énorme complexe de plus de 700 hectares de temples. Et c'est le sanctuaire bouddhiste le plus important d'Asie du Sud-Est. Il est réputé pour son architecture et surtout sa grandeur. Je ne sais pas si on se rend compte sur les images, mais voilà une photo pour que vous vous rendiez compte de la grandeur du bazar. Là, on peut apercevoir un groupe de touristes français qui faisaient, je pense, un voyage organisé avec un guide français du coup. Donc on les a légèrement suivis pendant 20 minutes pour profiter discrètement des explications. Le soir, on était en quête d'un bar et on est tombé sur un bus-bar au détour d'une ruelle. Il était seul au milieu d'une décharge illuminée par quelques LED. Ça n'inspirait pas du tout confiance, surtout qu'il était complètement vide. Mais pour le plot, on s'est dit go. Et après une première margarita à 4€, on s'est dit qu'on allait essayer d'attirer d'autres touristes qui passeraient par là, et croyez-le ou pas, mais ça a fonctionné. Le bus a fini rempli et on s'en attribue les mérites à 100%. Pour notre avant-dernier jour à Tam Coc, on s'est dit qu'on allait faire une activité qui était beaucoup recommandée sur les blogs voyage. Une balade en barque avec une rameuse dans les grottes de Trang An. Les paysages se composent de rochers, de brumes, de forêts, de canards, de rizières et de grottes qu'on parcourt en barque au rythme lent des rameuses. Bien que les paysages soient juste magnifiques, je suis restée assez mitigée de cette activité qui est très touristique. C'est le cliché du Instagram vs la réalité. Sur Insta, on a l'impression qu'on sera seul au monde, et dans la réalité, vous faites la queue comme dans les parcs d'attractions et vous montez dans une barque entourée de 50 gilets orange. J'ai également été assez surprise qu'en fin de balade, du personnel nous demande un pourboire pour la rameuse. À savoir que le pourboire n'est pas obligatoire au Vietnam et surtout, il ne nous laissait clairement pas le choix. Bref, un côté très business, mais j'ai peut-être été un peu naïve, j'aurais pu m'y attendre.
On arrive sur la dernière partie de ce voyage, la baie de Lan Ha. La baie de Lan Ha, c'est une baie située au sud de la célèbre baie d'Along, que vous connaissez sûrement. Elle est souvent considérée comme la petite sœur de la baie d'Along, et l'avantage, c'est qu'elle est beaucoup moins touristique. On a dormi au Lan Ha Floating Homestay, et ça a été clairement notre logement coup de cœur du voyage. C'est un endroit au milieu de nulle part, c'est juste paradisiaque. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul logement flottant de la baie. Comme vous le voyez, ici, c'est eau turquoise, falaises et paysages à couper le souffle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Point en avant. Tu ne fais qu'un avec l'eau. Ramène du poisson, hein. Le lendemain matin, on prend un bon petit déjeuner avant de partir en croisière d'une journée sur la baie de Lan Ha. On a vraiment aimé cette excursion. Le guide parlait très bien anglais. Il nous a livré pas mal d'anecdotes très intéressantes sur la vie de ces villages flottants. Au niveau des activités, il y a une visite d'une ferme de poissons, un repas à bord du bateau à midi et une chouette balade en kayak. Ah, et évidemment, des stops baignades. Pour notre dernier jour, on a troqué notre village flottant pour retrouver la terre ferme sur l'île de Cat Ba. Et on a de nouveau retrouvé Geneviève qui était encore une fois par hasard dans la même ville que nous. Et on est parti en trek de 14 km dans le parc national de Cat Ba. Honnêtement, c'est assez hardcore, donc faut être en bonne condition physique. Et aussi, ne faites pas comme moi, ne le faites pas en tongs. C'est ici qu'on arrive au terme de ces 16 jours au Vietnam. J'espère que vous aurez apprécié tout autant que moi. Regardez ce résumé en images. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos car j'y aurai inscrit notre itinéraire, nos hôtels et nos activités. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!